Et là, qu'est-ce que j'entends ? Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Bonjour à toutes et tous, je reçois aujourd'hui dans Chaud Dedans une illustratrice que j'ai repérée sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'attaque comme moi au tabou de la préménopause avec beaucoup d'humour et aussi des coups de gueule parfois via ses dessins. Alors autant vous dire qu'il y a 2 ans, lorsque j'ai commencé ce podcast, si on m'avait dit que la ménopause ferait l'objet de BD, de livres, d'émissions, d'une comédie musicale même et qu'elle aurait ses influenceuses dédiées, eh bien je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, après la bande dessinée chaude dont nous a parlé Lise Thiébaut il y a quelques semaines, l'illustratrice Kat, de son vrai nom Catherine Fradier, s'y met elle aussi en posant la question, la périménopause, on en parle, bienvenue en zone de turbulence qui vient de paraître. Alors même si vous avez l'impression d'en savoir déjà beaucoup sur le sujet, je vous garantis que vous allez encore découvrir des choses dans cet épisode, notamment sur la pénurie de traitements hormonaux, qu'elle a été une des premières à dénoncer, mais aussi sur les oreilles qui grattent et autres symptômes méconnus de la périménopause. Bonjour Kat. Bonjour. Tu es belge, tu es d'origine belge, tu vis au Portugal. On a la chance de t'avoir avec nous entre 2 trains et 2 avions. Tu es illustratrice donc et à l'origine, il me semble, d'un compte Instagram où tu t'attaques au tabou de la ménopause et en particulier de la préménopause. Alors, première chose, tu dis pas péri, toi. Tu dis pré. Alors, j'ai choisi de dire pré, ouais. En tout cas pour le livre et pour ce sujet-là, pour justement attirer l'attention de toutes les femmes un peu plus jeunes qui, en voyant périménopause, vont se dire c'est quoi ça, périménopause, c'est la ménopause, ça dit rien. C'est pas pour moi, c'est 50 ans, c'est plus tard, ouais. ça, voilà. Et j'avais envie justement qu'elle s'y intéresse, qu'elle se pose les questions et qu'elle constate que à partir de que c'est avant en fait que les choses se passent et que donc on ne sait pas exactement quand ça commence, mais c'est la pré-ménopause qui m'intéressait surtout. C'est vrai que c'est plus ça donne une meilleure idée que péri qui veut dire autour en fait. Voilà. Et l'idée c'est aussi de dire que ça peut arriver aux femmes dès la quarantaine en fait, pas pour toutes. Dès la quarantaine, même parfois un petit peu avant, vu qu'on peut être ménopausée en début de quarantaine, donc ça peut commencer plus tôt, ça peut commencer bien plus tôt. D'ailleurs, est-ce que tu dis symptômes, toi ? Moi, j'aime pas trop parce que ça fait maladie, mais c'est vrai que tout le monde utilise symptômes quand on parle d'effets. Je l'utilise et je le dis dans la BD. Oui, techniquement, c'est pas des symptômes, mais concrètement, on a quand même mal, on a quand même des douleurs, des problèmes, des inconforts. Alors, on peut jouer sur les mots, mais au final, il s'agit de ça. C'est pas une maladie, non, mais c'est quand même quelque chose qui peut s'y apparenter selon ce qu'on développe. En tout cas, ça a à des certains effets moments, sur le corps qui sont indéniables. Qui sont désagréables. Même si c'est pas une maladie. Donc oui, c'est pas une maladie, mais si on a tous les symptômes, on a quand même, on n'est pas très bien. Si on a juste un, on va dire non, c'est 3 fois rien. Ça va dépendre vraiment de comment chaque personne le traverse. C'est vrai qu'on est très inégal face à la préménopause et à la ménopause. C'est difficile de savoir quand ça commence, c'est difficile de savoir combien de temps ça va durer, c'est difficile de savoir ce qu'on va traverser à ce moment-là, et on peut avoir des trucs qu'on a, et puis qu'on n'a plus, et puis qui reviennent, et donc en fait on ne sait pas, mais au plus on a d'informations autour de ça, au moins on est pris au dépourvu, et au mieux ça peut se passer. Alors, ce qui fait qu'on s'identifie énormément à toi via ton compte et aussi maintenant cette BD qui vient de sortir, c'est que tu parles de toi et de ton expérience de la préménopause. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à cette période ? Alors, moi, j'ai eu cette chance d'avoir des copines qui traversaient ça un tout petit peu avant moi, qui ont un peu galéré, mais ont trouvé les réponses et ont compris qu'en fait, tout ce qu'elles traversaient était hormonal. Donc, elles m'ont informée par la même occasion. Et quand moi, je suis arrivée là, avec un tout petit décalage, j'avais un petit peu déjà les outils et les informations et les réponses, et je savais à qui demander. Et elles avaient déjà cherché des médecins. Donc, j'avais quelques pistes pour avancer là-dedans. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et tu as quel âge là ? Là, j'ai 46, je vais avoir 47 à la fin de l'été. Mais tu as déjà ressenti donc les symptômes, certains symptômes. Certains. Donc ça a commencé. C'était pas aussi fort. Donc mes amis autour de moi, j'ai vraiment vu des problèmes qui étaient de l'ordre plus de la dépression, etc. Et donc elles ont mis longtemps à comprendre que c'était lié aux hormones.
Dans mon cas, c'est pas ça, mais j'ai eu les difficultés, un mauvais sommeil, j'ai eu les sautes d'humeur très très fortes. Et, oui, tu racontes d'ailleurs dans ta BD, parce que tu as une petite fille, on va y revenir, qui a quel âge ? Qui a 7 ans. 7 ans, et qui voyait maman se transformer en dragon. Voilà. On va en reparler. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme manifestation pour toi ? Et alors, c'est pas des vraies grosses bouffées de chaleur, c'est surtout le thermostat complètement foutu. Donc je passais de j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid toute la journée, et surtout j'ai froid quand il fait chaud, j'ai chaud quand il fait froid. Complètement à côté de la plaque. C'est le thermostat qui est déréglé. Et c'était pas que en chaleur, c'était aussi en ressenti de froid qui était aussi très 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 sensible. Donc voilà, ça c'était principalement ce qui m'incommodait et ce qui m'a poussé à un moment à me dire bon ben là il faudrait que je consulte et que j'en parle. Et évidemment mes cycles étaient devenus très irréguliers, ou en tout cas ils sont passés, au lieu d'être réglés une fois par mois, j'étais tous les 2 mois, toujours plus ou moins dans cette fréquence-là. Toujours donc dans cette ça c'était quand même aussi un gros signe de bon ben là, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes qui continuent d'avoir des cycles réguliers, mais qui sont déjà en préménopause et qui ont déjà d'autres symptômes, parce qu'elles se disent ça doit pas être ça vu que je continue d'être réglée normalement. C'est là où on est perdu, parce qu'il y a ces premiers signaux d'alarme, effectivement, les règles qui font n'importe quoi. T'as raison. Il y a aussi, par exemple, les seins qui font mal. Ah, ça j'avais aussi, T'as eu aussi. Ouais. Mais ça, c'est passé complètement. Ouais, heureusement, ça dure pas. Le syndrome prémenstruel qui peut devenir plus long et plus fort. Tu t'adresses d'ailleurs aux proches dans ta BD en disant, c'est vrai qu'on se sent déboussolé, parfois déprimé, en pleine tempête hormonale, et il faut nous comprendre, et il faut être là pour nous aussi. Et on le fait pas exprès, et on fait pas semblant. Parce que voilà, on entend quand même très souvent le côté de oui, mais ça va, ça a toujours existé, maintenant c'est la mode, tout le monde fait comme si c'était... Et en fait, c'est là, ça existe, on n'invente pas. Quand on a toutes ces vagues qui nous traversent, et ces moments où vraiment c'est très dur de se contrôler, où on s'observe, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, mais comment je réponds, mais pourquoi je parle comme ça, mais pourquoi je m'énerve, ça peut redescendre très vite. Enfin, moi j'ai vraiment le truc soupe au lait, donc je suis là, je me dis non, je suis très bien aujourd'hui, je suis de bonne humeur, une seconde, je me mets à crier, et puis ça redescend. Et c'est très déstabilisant pour l'entourage de comprendre que c'est pas juste, en ce moment... on n'arrive pas en fait, et ça peut être très fatigant aussi de leur dire oui mais c'est ça, mais maintenant tu le comprends, mais en fait ça dure longtemps, donc ça peut vraiment être dur pour eux. Et on peut tout à fait conseiller à ses enfants, à son conjoint, à son partenaire, de lire ce livre, parce qu'on comprend en quelques dessins effectivement ce qu'on peut traverser, et comme tu disais, on le fait pas exprès, et ça dure pas à vie, on se transforme pas en dragon jusqu'à la fin de nos jours, mais c'est vrai que ça a un impact quand même sur notre quotidien. C'est quoi ces histoires d'oreilles qui grattent dont tu parles? J'ai découvert ça avec toi. Je sais pas d'où ça sort. Non, c'est quoi? T'as jamais eu ça? C'est quoi? C'est l'intérieur de ton oreille? À l'intérieur de l'oreille, ça gratte. Et en fait, quand je l'avais de temps en temps, quoi. Et quand je l'ai lu, j'ai fait mais c'est ça. Et quand j'en ai parlé, j'ai eu des tonnes de commentaires de gens qui me disaient oui, mais bien sûr, j'ai ça aussi, et je savais pas que c'était lié. Mais tu vois, on en découvre tous les jours, parce que moi, j'avais jamais entendu ça. Techniquement, je ne sais pas expliquer. Qu'est-ce qui fait que le fait que les hormones soient en fluctuation permanente crée ça? Mais en tout cas, d'ailleurs, est-ce que tu me dis ça? Voilà. Mais Bon, alors c'est vrai que il y a tout un pan de symptômes qui sont méconnus. On peut le citer, l'acné, les gencives qui saignent. Parfois, il y en a qui ont du poil aussi, parce que c'est la copine testostérone qui remonte à mesure que les autres hormones sexuelles diminuent. Et l'embêtant, c'est qu'il n'y a pas de recherche médicale, en réalité, sur ces effets qui sont un peu loufoques. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, non. Ouais, et c'est ça aussi qui fait que certains médecins disent mais non, tout ça n'existe pas, c'est etc. dans votre tête. Ou c'est dans votre tête, ou bon, après ils sont dans une posture où c'est compliqué d'évaluer, parce qu'évidemment, on ne le sait qu'une fois qu'on est ménopausé, que réellement, les dernières années, on était en préménopause. On pourrait avoir l'impression qu'on est en préménopause, et finalement, on est ménopausé dans 10 ans. Et donc, on se dit, en fait, c'était peut-être pas ça. Donc, il y a cette petite zone floue qui fait que certains médecins préfèrent pas se mouiller et pas mettre de nom, et de dire, oui, effectivement, c'est ça.
ce qui n'aide pas les femmes parce que du coup elles se sentent un petit peu, elles se sentent pas écoutées, elles se sentent déjà, on a l'impression qu'on est un peu paumé à ce moment-là, mais si en plus le médecin nous fait mais non madame, franchement ça va, hein, vous n'avez ou rien. Ou alors c'est peut-être pas, ils osent pas dire c'est dans votre tête, mais ils disent c'est le stress, vous êtes fatigué, c'est le stress, osent, hein. vous avez plus de libido, c'est le qui... stress. Ouais. Moi j'ai entendu ça quand même pas mal. Alors c'est vrai qu'on est un peu déprimé, on se reconnaît pas, ça c'est un truc que j'entends très souvent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté ras-le-bol d'être gentil, de s'occuper de tout le monde, hein? Ça aussi ça joue quand même. Complètement, ça je pense que c'est le côté, mais pour moi c'est positif parce que c'est vraiment le moment où on fait en fait je passais ma vie à rentrer dans les cases, à faire ce qu'on attendait de moi, à être la femme que je sens qu'on attend que je sois. Et parfois à tort, hein, peut-être qu'on se met aussi des pressions, mais la pression est quand même très présente. Et à ce moment-là, il y a un côté de, en fait, maintenant, je vais expliquer les choses, je vais dire ce que je ressens, je vais dire, c'est comme ça. C'est pas genre, en fait, je peux plus faire semblant, je peux plus me forcer, j'y arrive plus. Donc, en fait, les choses vont se passer. Je vais prendre des décisions qui peuvent être un petit peu secouantes, un petit peu inattendues. Je vais avoir des réactions inattendues, mais au fond, je vais être obligée d'être qui je suis. Oui. Y a une page qui m'a marquée, Kat, dans ta BD, on voit une ado. Ça me parle beaucoup parce que j'ai une fille ado qui assaille sa mère de questions. T'as lavé ma veste, tu peux faire ci ou ça demain. Et la mère en train de se regarder dans le miroir. On sent qu'elle a un regard pas très tendre sur elle-même. Ça nous arrive à toutes de se trouver moche et vieille parfois. Il y a pas grand-chose à faire en réalité, juste à se dire qu'on n'est pas seul. Ouais. Pour moi, c'est très très important. Donc le s'entourer des copines. Parler avec les copines et parler un maximum autour de soi. Et même avec les collègues, j'ai plein de gens qui m'ont dit dans les commentaires, en fait, j'en ai parlé avec mes collègues, on est toutes dedans, personne n'en parlait, ou qui me disent, telle collègue, elle est déjà ménopausée, je ne le savais pas, elle m'en a jamais parlé, etc. Et en fait, c'est très surprenant. On se dit, mais pourquoi on s'accorde pas plus le droit d'en parler? Et pourquoi il y a encore de moins en moins, ça change, mais il y a encore un truc où on est mal à l'aise, on a peur de mettre l'autre mal à l'aise, on a l'impression qu'on est en train de toucher un sujet qui est délicat, alors que en fait, il nous occupe. Oui. Et il occupe notre corps en permanence du matin au soir, parce qu'on a des petits trucs qui peuvent être tout le temps présents. Donc en fait, au plus on en parle autour de nous, on informe les gens de notre famille, de notre entourage, et on en parle aux copines, et on ouvre, et on peut dédramatiser tout, parce que si on raconte, on se retrouve à dire, moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça, moi j'oublie plus, j'arrive plus à finir une phrase, tout de suite ça rend le truc beaucoup moins grave. Et pour moi, ça c'est quelque chose que je trouve qui est très important à faire. Et t'es une observatrice privilégiée de différentes cultures, puisque tu es d'origine belge et tu vis au Portugal. Ouais. Est-ce que t'as le sentiment que c'est partout le même tabou, ou est-ce qu'on en parle davantage, je sais pas, au Portugal par exemple? On en parle ou pas? Ça commence, c'est la même chose. Il commence à y avoir aussi un peu de podcast, un petit peu de contenu autour de ça. Il commence c'est à y avoir... le réveil des quinquas. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va dans cette vague féministe actuelle qui est... ça a été le MeToo, ça a été ci, ça a été ça, ça a été parlé beaucoup des violences faites aux femmes. Et maintenant, il y a un côté aussi de... on va aussi assumer qu'à un moment... on vieillit et que une des phases c'est celle-là. Ça veut pas dire que c'est la fin, ça veut pas dire que ça va plus, ça veut pas dire. Mais c'est un moment délicat et on va arrêter de faire semblant de dire non mais ça va, mais on arrive à le gérer. Oui, on arrive à le gérer, mais en fait on le gère toute notre vie, tous nos états hormonaux qui sont en permanence en changement et on essaye d'être toujours plus ou moins la même personne et d'être très très stable alors qu'on vit une instabilité permanente. Et à ce moment-là, non, c'est plus possible quoi. Justement, il y a pas mal de séparations dans les couples au moment de la périménopause, sans qu'on sache si c'est ça, si c'est les changements hormonaux, si le conjoint a du mal à se faire à ces changements, ou si aussi c'est parce qu'on est dans une relation depuis très longtemps. C'est pour ça aussi qu'il faut parler, t'as raison. Ouais. Il faut parler, pas se renfermer et se dire j'ai envie de tout envoyer balader, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, ça peut être un mélange de tout ça, de choses qu'on a acceptées que tout d'un coup on n'accepte plus, d'un mari qui peut avoir ou un conjoint qui peut avoir des difficultés à suivre ce qui se passe si il fait pas l'effort d'un peu s'informer.
Et pour ça, une BD, c'est plus facile que de leur faire lire un bouquin théorique ou de leur faire écouter des longs podcasts qui certains vont vraiment pas le faire. Oh non, mais ça, c'est un truc de féministe encore. Ou enfin voilà, des copines à qui ça arrivait. C'est pour ça que tu l'as fait, entre autres? Oui. C'est pour que tout le monde puisse s'emparer de la BD, y compris les enfants et les mecs. Complètement. Ouais. Mais ça, à la limite, je vais dire, c'est au fur et à mesure des posts que je me suis rendu compte que ça touchait et que les gens me faisaient ces retours. Je l'ai fait lire à mon mec et là, il a compris. Ou je l'ai fait lire à mes enfants. Comme c'est une BD, ils l'ont lu, mais sinon, ils l'auraient pas lu. Et quand c'est moi qui explique, c'est genre, oui, maman, ça va, tu m'as déjà expliqué. Et ils ont plus envie de l'entendre. Ils vont pas dans les détails parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc ça, c'est venu après. Moi, à la base, je l'ai vraiment fait en me disant, si un maximum de femmes un peu plus jeunes ont la chance d'avoir les informations avant d'arriver dedans, au moment où ça arrive, elles se disent, ben voilà, je sais ce que j'ai. Je ressens ça, j'ai 3 symptômes. Il y a beaucoup de chances que ça soit la préménopause qui est en train de s'installer. Et donc voilà, après, de pouvoir en parler, de pouvoir trouver les personnes qui nous accompagnent. Il y a des trucs qui vont pas trop aimer lire, hein, soit les femmes plus jeunes, soit les hommes. Par exemple, je pense au SGUM. Ouais. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Attention, âme sensible. Il y a encore énormément de tabous là-dessus parce que déjà, tu le dis, c'est une femme sur 2 qui peut y être confrontée. Et c'est quoi le SGUM? C'est tout simplement la sécheresse génitale, l'atrophie des muqueuses qui peuvent entraîner des infections urinaires et des douleurs aussi pendant la pénétration. C'est un vaste sujet. Hein. Tout le monde est un peu gêné de parler de ça, parce que forcément, c'est très intime. Mais il faut absolument aller consulter si on a des douleurs pendant le rapport, il y a des crèmes ou si on a des infections à répétition. Tout à fait. Il y a des crèmes qui peuvent vraiment sauver la vie et changer complètement. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très facile à gérer, ou en tout cas... C'est des petites crèmes hormonales qui peuvent être utilisées, tout simplement. Et il y en a même qui ne sont pas hormonales, mais je pense que c'est hormonal et l'absorption est très très faible, donc il n'y a pas de problème pour les personnes qui ne pourraient pas prendre le traitement hormonal pour des raisons médicales. Elles peuvent mettre cette crème. Donc voilà. Mais effectivement, on le sent pas forcément venir au tout début, et puis d'un coup, ça devient inconfortable. Et effectivement, on n'en parle pas et on n'imagine pas. C'est hyper tabou. Atrophie vaginale, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que ça peut être très douloureux, en fait, au quotidien à vivre. Et tu l'expliques extrêmement clairement et tu dédramatises surtout. Et c'est ça, je voudrais vraiment applaudir pour ton travail parce que tu dédramatises beaucoup. Merci. Et ça permettra sans doute à plein de femmes de se sentir moins seules. Oui, j'ai essayé. Après, j'entends des retours de personnes plus jeunes qui me disent, ça m'a quand même fait peur. Oui, parce qu'en fait, vu qu'on ne le sait pas, que guérir. Voilà, c'est ça, exactement. Quand on connaît rien du tout là-dessus, ça peut paraître beaucoup d'un coup. Et j'essaye de rappeler aussi quand même, on n'aura pas tous les symptômes, on n'aura pas tous les effets. Certaines personnes vont en avoir, certaines n'auront même rien. Hein. Il y en a certaines, elles traversent le truc, et souvent c'est celle-là qu'on entend dire, mais ça va. Oui, forcément t'as pas eu de symptômes, donc ça va. C'est rare quand même d'avoir absolument rien du tout. Enfin, on très le sent quand même le changement dans notre corps. Mais c'est vrai qu'il y en a qui supportent mieux que d'autres. Sur ta page Insta, Kat, tu livres beaucoup de conseils, donc je le disais, et aussi beaucoup de coups de gueule, notamment sur la disponibilité des traitements hormonaux. Alors moi, j'ai jamais eu de problème parce que vivant à Paris, on peut pas dire qu'il y a de pénurie d'œstrogènes, mais j'ai regardé, effectivement, il y a des pénuries d'Estreva, par exemple, qui est la crème du traitement, et plus globalement, dans le monde, il y a une pénurie de traitements hormonaux. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'on en demande plus. Et que l'offre n'est peut-être pas suffisante, que les médecins en prescrivent plus. Alors, je suis un peu étonnée parce que on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 6 à 10% des femmes qui sont sous traitement hormonal. Donc, si on est déjà en pénurie, ça pose problème. Mais toi, tu as été une des premières à mettre ça en avant. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je prends pas encore d'oestrogène, je prends que de la progestérone en très faible dose, mais j'ai une copine qui prend de l'oestrogène, et donc comme ça n'est pas remboursé au Portugal, et de temps en temps on va en Espagne. C'est dingue. Ouais. Faut payer de sa poche, quoi. Ouais. Et c'est très cher. Ouais, c'est combien ? Là, le Lenzetto, qu'elle utilise, donc celui en spray transdermique, il coûte 27 €. Ah ouais. En Belgique, il coûte 17 €. Et en Espagne, il coûte 7 €. Donc, la différence est quand même assez énorme. Énorme. C'est-à-dire que quand on est
dans une situation plus ou moins confortable financièrement, avoir cette différence de 20 € par spray, ça fait une grosse différence. Donc, on était en Espagne, on va faire le tour des pharmacies, comme d'habitude avec elle, et en général, au bout d'une ou deux pharmacies, ils en ont en stock. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, on commence à se dire, tiens, c'est bizarre, ça fait quand même 2 ou 3 pharmacies. Et elle demande si c'est possible de faire de faire une commande, et donc la pharmacienne regarde dans son ordinateur et dit ben non, en fait il y en a pas dans aucun entrepôt, il y en a pas dans toute l'Espagne. Donc l'Espagne est quand même sur un grand pays, il y en avait pas. Et on s'est dit bon ben tant pis, on espère qu'il y en a encore au Portugal. Tant pis, c'est plus cher, mais au moins qu'il y en ait, parce qu'elle me disait, mais j'en ai plus que pour 2 semaines. Après, si tout d'un coup, je me retrouve sans hormones. Parce qu'en fait, on a ce parcours de la combattante quand on décide d'en prendre, ce qui appartient à chacune. Mais donc, on doit trouver un médecin qui nous écoute. C'est pas forcément facile. Évident. Souvent, on fait 2, 3 médecins avant de trouver quelqu'un de bien, qui sont souvent dans le privé, qui sont pas remboursés, etc. Donc, on fait ce parcours-là qui est difficile. Le médecin veut bien nous faire l'ordonnance. Et à ce moment-là, on arrive à la pharmacie et on nous refuse, on nous dit qu'on en a... Mais en fait, on se dit, mais comment on fait ? On n'est pas aidé, on n'est vraiment pas aidé. Alors, après, elle a fait sa petite investigation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, une des options était, effectivement, c'est parce que plus de femmes en demandent, parce qu'elles s'informent plus et parce qu'on a enfin compris que le traitement n'est pas dangereux comme on nous le disait avant. Donc, beaucoup plus de femmes le demandent, beaucoup plus de médecins se forment parce qu'il y a une demande aussi, la parole se libère. Et le dernier truc qui était quand même assez dingue à se dire, c'est que ce sont des hormones bioidentiques. Qui dit bioidentique, on ne peut pas mettre de brevet sur une hormone qui est bioidentique. Ouais. Parce que c'est la même que celle qui est produite par le corps. Donc les laboratoires pharmaceutiques sont moins intéressés. Parce qu'ils peuvent se faire une marge beaucoup moins grande, parce que il n'y a pas de brevet. Mais en même temps, à côté de ça, on peut se dire, il y a énormément de femmes qui le demandent, donc même s'ils ont une toute petite marge, il pourrait y avoir déjà plusieurs laboratoires qui en fassent, qui en mettent à disposition, et ça créerait quand même ça nous aiderait toutes, et pour eux, ça ferait quand même un bénéfice. On est tellement à être demandeuse, et probablement de plus en plus à l'avenir. C'est ça, donc c'est ça la deuxième raison, c'est que les labos rechigneraient à en fabriquer, parce que ça rapporte pas énormément. Voilà, c'est ça. Ça influence en tout cas le fait... alors je sais pas quelle est la vraie raison, j'ai pas fait une enquête journalistique là-dessus, etc. C'est ce qu'on a trouvé comme réponse assez rapidement, mais ça a l'air ça tient la route, ça nous paraît tout à fait plausible. Tu partages beaucoup de choses avec tes followers sur Instagram, donc tes recherches dont tu viens nous parler, par exemple sur la préménopause, ton quotidien de mère de petite fille. Tu l'as eu assez tardivement, à 39 ans. Ouais. Moi aussi. Et moi aussi, j'ai entendu grossesse gériatrique, qui en fait, ça nous paraît insultant, mais c'est le terme qui est toujours utilisé pour les grossesses autour de la quarantaine. Mais c'est dire quand même le tabou qui persiste autour du corps féminin qui vieillit, quoi. Faudrait pas avoir d'enfant après 35 ans, ça on l'entend aussi. Hein. Enfin, que c'est risqué, que c'est... Bon, après, quand on l'a eu, on se rend compte que c'est beaucoup plus fatigant. Et que... on peut pas comparer, On peut pas comparer, mais en tout cas, c'est fatigant. Donc, moi, j'ai vraiment senti que sur mon corps et sur ça, l'impact était... disons que j'ai compris, quand j'étais jeune maman, pas si jeune, pourquoi on le disait, en me disant, mais oui, c'est vrai que le quotidien après, les nuits blanches, elles sont plus dures à gérer, on récupère moins, on a peut-être moins de patience à ce moment-là. Ça va, mais pour avoir des copines qui en ont eu à 25 et qui en ont eu à 30 et quelques, elles me disaient, j'ai déjà vu la différence entre 25 et 30. Ouais. Donc elle me disait, oui, j'imagine bien qu'à 40, c'est autre chose. Et dis-toi que moi, j'en ai eu 2 rapprochés, 39 et 41. J'ai senti passer aussi. Ah bah, je veux bien croire. En termes de fatigue. Ah ouais. Ouais. Et puis alors après, quand nous, on est préménopausés ou périménopausés, on se retrouve avec des ados. Ouais. Et là, c'est un peu le choc des hormones. Ça aussi, c'est pas évident. T'en parles aussi dans ta BD. Oui, mais je dis que c'est pas forcément le cas non plus parce que, moi, ma fille, elle a 7 ans, donc elle est pas du tout encore ado. Mais la petite enfance, quand on est préménopausée, c'est aussi vachement dur. Parce que c'est pas le choc hormonal des deux, mais c'est très, très intense, quoi. C'est d'entendre 50 fois la même question. Maman, c'est qui? Maman, c'est la même maman. Arrête! Laisse-moi. Je veux du silence. J'ai besoin de silence. Donc ce côté-là aussi n'est pas facile
à gérer. Mais C'est de vrai. toute façon, je pense que voilà, on est maman, qu'on est des petits, des grands, mais avec les grands, ouais, Mais c'est vrai il y qu'avec a la tempête des deux à traverser en même temps la même chose. C'est pas évident, ça a fait l'objet d'un autre épisode d'ailleurs. Ouais. Tu nous as partagé aussi il y a quelques jours que tu avais perdu ta maman. Alors d'abord, je voudrais te donner tout mon soutien parce que c'est une période qui doit être très difficile. Merci. Tu as révélé que ta mère souffrait d'un déclin cognitif. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es aussi intéressée à la préménopause? Parce qu'il y a des liens. Ouais. Malheureusement. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu t'es intéressée au sujet? Je pense que je m'y suis intéressée parce que c'était l'âge, parce que autour de moi, mes copines le traversaient et que voilà. Et à ce moment-là, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait ce lien. Et je me suis dit, ah mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi que ma mère a... Peut-être que si elle avait pris un traitement hormonal, ça aurait pu atténuer, aider, minimiser, retarder. Elle a rien pris du tout. Non. Non, elle n'avait pas du tout conscience de tout ça. Quand je lui posais des questions, j'ai pas réussi à avoir vraiment beaucoup de réponses sur tout ça. Donc je sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu cette question-là. La mère de ma mère a aussi eu. Elle, c'était Alzheimer. Ma mère, c'était pas Alzheimer, c'était... On a cru que c'était Alzheimer, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça, on va dire une démence sénile, on ne sait pas exactement quel nom il faut mettre dessus, mais relativement tôt, puisque elle avait quoi quand ça a commencé? Elle avait 75. Un peu plus. Ben, voilà, c'est dans ces environs-là qu'on a commencé à sentir que ça commençait vraiment. Donc oui, c'est assez tôt. Il y a quand même pas mal de cas d'Alzheimer plus précoces. C'est de plus en plus courant. Maintenant, il semblerait que moi je lis pas les recherches, les études parce que je suis pas médecin, je sais pas, voilà, je verrai même pas si le protocole est juste, pas juste. J'ai pas les capacités, donc bon voilà, je m'en remets à ce que j'arrive à trouver comme des gens qui savent les lire et qui en parlent. Mais il semblerait que Alzheimer ne soit pas lié directement et que les hormones ne puissent pas protéger d'Alzheimer. Après, il y a beaucoup d'autres formes de démence sénile qui pourraient, elles, être plus liées aux hormones. Il y a certains médecins qui travaillent beaucoup là-dessus. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait un épisode qui était super intéressant. Tout à fait, ouais. Avec Lucie Joly. Ouais. Voilà. Non, ça c'était la dépression, pardon. Avec Guillaume Font, peut-être. Non, ça c'est le cerveau. cerveau. En anglais. Ah oui, avec Lisa Mosconi. Oui, où elle en parle pas mal. Est-ce que ta mère t'avait parlé de ménopause? Parce que notre génération, c'est ça le problème, hein, c'est qu'on dit toujours nos mères, elles nous en ont pas parlé. Non. Non, mais parce que pour elle, c'était anecdotique. Enfin, je pense qu'elle savait pas qu'il y avait une préménopause. Un jour, elle a été ménopausée. Elle disait, ah ben voilà, je suis ménopausée. En plus, à ce moment-là, c'est ça aussi que je me suis rendu compte. Donc, quand elle a eu 50 ans, moi, elle m'a dit que c'était à 50 ans que ça arrivait. C'est le moment où mon père était malade, qui a eu un cancer et qui est mort juste à ce moment-là. Donc, elle a vécu un deuil. Moi, j'étais ado, mon frère aussi, son mari mourait, était dans une longue maladie et elle était ménopausée. Donc, en fait, pour elle, c'était un truc compliqué. Ouais. Donc, moi, quand je lui ai demandé, elle me dit, je sais pas, parce que forcément, c'était le dernier. Enfin, à ce moment-là, elle était concentrée sur d'autres problèmes et la ménopause ou pas la ménopause, c'était le dernier truc auquel elle pensait, quoi. Et tout ce qu'elle a dû vivre. Pendant ces années, elle s'est pas du tout rendue compte. Elle devait se dire, bah oui, je suis en train de traverser un moment super difficile. Forcément que ça va pas. Forcément, mon mari est malade, je cours partout, de l'hôpital, enfin, et donc c'est très très difficile. Donc non, elle ne m'en a pas parlé et elle devait pas le savoir. C'est vrai qu'on leur en parlait pas. Alors là, encore moins qu'à nous, hein, de toute façon. Ouais. Donc, et alors, est-ce qu'avec la somme des connaissances que tu as accumulées en préparant cette BD, tu as changé des choses dans ton hygiène de vie? Et peut-être en voyant aussi ce dont ta maman souffrait? Oui, j'ai changé. En fait, je pense que j'ai commencé à changer petit à petit. Hein. Les premières choses, c'est, on dit, à l'alimentation, quelques suppléments, quelques compléments alimentaires, quelques trucs. Donc ça, j'ai fait. J'ai commencé par là. Et de rajouter du sport, etc. Comme je le dis dans la BD, donc j'ai essayé de l'appliquer à moi, même si forcément j'en fais pas assez. J'ai des moments
où je suis beaucoup trop sédentaire, mais je fais du pilates 2 fois par semaine, ça c'est m'aide déjà pas mal. ouais, vraiment ça fait une grosse différence. J'ai senti la différence et du coup je me retrouve à avoir pour la première fois de ma vie des abdos que j'ai jamais eu avant. Génial, donc c'est possible, hein. Même en s'y mettant tard. Ouais. J'ai pas une tablette de chocolat, hein, loin de là, mais bon, quand je touche c'est dur, alors qu'avant ça a toujours été mou. Donc voilà, et ça, essayer de manger moins de sucre, essayer de faire, donc effectivement, et d'aller dormir à une heure plus ou moins régulière, pas consommer trop d'alcool. Tous ces trucs-là ont un impact énorme. Et on le sent, il suffit qu'on fasse un jour la fête, un jour les contre-coups, on a beaucoup plus de symptômes dans les jours qui suivent. Tu dis aussi dans ta BD que ce serait bien que les sages-femmes qui sont très très bien pour accompagner les femmes à cette période de leur vie puissent aussi prescrire le THM. Mais là, on en est loin aussi. Oui, mais en même temps, les choses bougent beaucoup, donc peut-être que si elles passent toutes par une formation, pourquoi pas, pas. Je pense qu'elles seraient aptes à vraiment déterminer si la personne est capable, ou si c'est le bon moment pour en prendre. Qui sont Flo et Tiana qui t'ont permis, comme tu dis, d'entrer dans la préménopause tranquillement? C'est deux très bonnes copines là du Portugal. Donc, Flo, elle est française et Tiana, elle est de Hong Kong. Donc on est sur des cultures différentes et elles traversent ça en essayant de trouver avec les médecins portugais sur place, l'accompagnement. Vive les copines, hein, à cette période. Vive les copines. De la vie. Non, vraiment. C'est ce que je dis tout le temps. On a besoin de ça, quoi. Ouais. Et le médecin qui a relu ta BD, c'est Thelma Linet, qu'on connaît bien dans Chaud dedans, qu'on a invité à plusieurs reprises. Merci beaucoup, Kat. Je recommande encore une fois ta BD, alors qui est extrêmement feel good, qui est pleine de conseils très utiles. Elle vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci à Binge Audio et à Urbania qui ont assuré la production, la réalisation et le montage de cet épisode. Et puis dans le prochain, je recevrai une femme qui a changé la vie de beaucoup de ses auditrices grâce à son podcast, qui est une référence avec 100 millions d'écoutes cumulées. Suspense, il va falloir attendre 2 semaines. Et en attendant, chères auditrices, chers auditeurs, évidemment, prenez soin de vous.